Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On Papote spécial célibataire. Je sais pas trop ce que ça va changer. On va voir si les célibataires ont des problématiques particulières. Pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous dans mes stories Instagram de venir me poser vos questions dans une boîte à questions. Tu l'auras compris, le concept ici c'est des questions courtes et donc on va essayer de faire des réponses courtes. Alors c'est parti. On démarre avec une vraie problématique de célibataire. Je te lis ce que me dit Gertrude. Je crois qu'un mec me drague, entre parenthèses SMS, sauf que des fois il y a des signes, mais d'autres fois je doute. Et oui, bien entendu, lorsqu'on est célibataire, on se retrouve sur le marché du célibat. Pour peu qu'en plus t'aies envie de fricoter, de te mettre en couple, pourquoi pas. Forcément, dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, tu commences à te dire ah tiens, bon bah, est-ce que j'aime bien cette personne? Est-ce que t'as la liste de toutes les choses dont j'ai besoin chez toi, etc. Est-ce que j'ai la liste en retour? Bref. Le souci quand on est célibataire et qu'on cherche pourquoi pas quelqu'un avec qui se mettre en couple, c'est exactement cette situation dans laquelle tu te retrouves, Gertrude, où tu te dis mais attends, je comprends pas. Est-ce que tu me dragues ou pas? Parce que parfois la personne est un peu ambiguë, parfois la personne l'est beaucoup moins, et donc tu te retrouves à te faire souffler le chaud et le froid comme ça, t'es dans une situation d'insécurité, d'instabilité même, et tu sais pas. Alors, sache que dans un premier temps, si ça fait pas très longtemps que t'as rencontré la personne, ce côté souffler le chaud et le froid, c'est pas très grave. Ça fait même carrément partie du processus de séduction, si on peut appeler ça comme ça. Tu sais, finalement, c'est la fameuse ambiguïté. Parfois, on est juste potes, et puis parfois, je te lance un petit move comme ça, à l'air de rien, et puis juste après, je redeviens tout à fait neutre, simplement parce que je lance des trucs pour prendre la température, je vois comment tu réagis, et puis après, je retire un peu, histoire de me faire désirer, toi-même tu sais. Si ce genre de choses, ça arrive au tout début de la phase de séduction, c'est pas du tout problématique. Encore une fois, ça permet de prendre la température, on se rend compte de si on plaît à l'autre, on se rend compte aussi de comment l'autre va réagir, si on aime la réaction de l'autre, bref, c'est littéralement du test. En revanche, une fois qu'on arrive dans la phase de séduction un peu plus assumée, où tu sais, les deux savent très bien qu'ils sont en train de se draguer, on se fait quelques dates, on se lance des grosses piques, Booba vous dit bonjour, mon gros chien. Enfin pas des grosses piques, mais t'es genre des grosses phrases, des gros sous-entendus, etc. Si la personne commence à te faire du chaud-froid à ce moment-là, c'est beaucoup moins bon signe. Tout simplement parce que comme on est dans la période un peu assumée de la séduction, on sait qu'on se plaît, on se le dit pas ouvertement, mais voilà, on le sait, on se fait des dates, on s'embête un peu, on se taquine, etc. Si tu te retrouves dans cette phase-là de la séduction et que la personne a l'air pour le coup de te faire des chauds-froids, là c'est moins bon signe. Donc à toi de voir dans quelle phase tu es, ma Gertrude. Tu me dis, je crois que le mec me drague, des fois il y a des signes, mais d'autres fois je doute. J'ai l'impression quand même que t'es dans la première phase. Après, dans tous les cas, si ce doute c'est trop difficile à vivre pour toi, hésite pas à poser des questions. C'est pas parce qu'on est en phase de séduction qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Typiquement, si vous êtes juste dans la première phase où vous venez juste de vous rencontrer, donc comme tu dis, vous envoyez des messages et parfois t'as l'impression qu'il te drague, parfois tu doutes, tu sais quoi, t'as qu'à simplement lui proposer d'aller boire un verre. Puisque des fois t'as l'impression qu'il te drague, vous êtes clairement pas là pour vous trouver des amis. D'ailleurs, d'une manière générale, des amis on en a déjà. Ni toi ni lui n'avez besoin l'un de l'autre pour être copains, tu vois. Donc propose-lui d'aller boire un verre, vois ce qu'il te répond. S'il te répond quelque chose du style ah bah ouais, grave, trop content, et que effectivement vous allez boire un verre, trop bon signe. S'il te répond un truc du style ah je te redis ça voudra pas forcément dire que tu ne lui plais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'es loin d'être sa priorité et donc que t'es clairement pas son crush. Parce que attention, quelqu'un qui va pas boire un verre avec toi, peut-être qu'il ou elle a ses excuses, y a pas de problème, on a tous des choses à faire, tu vois. Mais quelqu'un qui crush sur toi, si ce soir-là il peut pas aller boire un verre avec toi, cette personne va te proposer une autre date, un autre moment, un autre endroit. La personne va forcément rebondir sur l'idée d'aller boire un verre parce que si cette personne crush sur toi, elle veut pas laisser passer cette chance d'aller boire un verre avec toi. Donc à toi de voir, ma Gertrude. Dans tous les cas, si tu as des doutes, pose des questions. Et t'es pas obligé de poser la question de bon bah je te plais ou pas, parce que ça c'est plutôt dans la deuxième phase de séduction, tu vois. Mais dans la première, les questions entre guillemets à poser pour pouvoir te stabiliser et te rassurer, bah c'est simplement faire des moves en fait. Est-ce que tu veux aller boire un verre? Est-ce que tu veux qu'on se retrouve que tous les deux? Est-ce que tu veux qu'on passe du temps que tous les deux? Et puis tu vois la réponse. Maintenant attention, c'est hyper important à ce moment-là d'être honnête avec toi-même. Si la personne te répond un truc du style non mais on se redit ça plus tard, etc., c'est que c'est non. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Ça c'est une phrase très difficile à comprendre, surtout quand on est déjà soi-même en crush sur quelqu'un et que la personne a l'air de sneak around comme ça. Mais tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Et si c'est non, c'est que la personne n'est pas suffisamment intéressée par toi. Ça peut évoluer, bien entendu, mais à l'instant T, la personne n'est pas en crush sur toi. Think about it. Je crois qu'Alphonse a un petit problème de célibataire, mais un vrai problème. Comment arrêter de crush sur des gens en couple? Alors, c'est très difficile cette question. Si tu crushes sur des gens en couple, Alphonse, il y a deux options possibles. Soit t'as vraiment pas de chance et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui a l'air de te plaire, bah, cette personne est en couple et fait chier. Soit malgré toi, tu fais exprès d'aller vers les gens en couple. Alors, si tu te retrouves dans la première option, c'est-à-dire que bon bah, tu sais pas pourquoi, juste à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui te plaît, cette personne est en couple. Et alors attention, c'est pas tout à fait anodin non plus. Tu sais, souvent les gens qui sont en couple, ils se posent beaucoup moins de questions sur qu'est-ce qu'on va penser d'eux au niveau de la séduction, j'entends. Et du coup, ils sont vachement plus libérés dans leur tête parce que comme ils savent qu'ils
sont en couple, ils savent très bien qu'ils sont pas dans la séduction, ils savent très bien que du coup il y a aucune ambiguïté entre guillemets, et donc ils se permettent de se comporter de façon tout à fait naturelle. Et parfois le fait d'être très naturel, on va être très gentil, très avenant, et ça peut être perçu autrement tant que la personne en face ne sait pas encore qu'il ou elle est en couple. Donc attention à ça mon Alphonse, et si tu te fais toujours avoir par des personnes qui sont en couple, n'hésite pas à poser la question peut-être assez rapidement. Dès que tu sens que la personne a l'air de te plaire, pose la question, bon et alors du coup t'as quelqu'un dans ta vie? Alors oui effectivement ça annonce la couleur, on va pas se mentir, en même temps on n'est pas là pour enfiler des perles non plus, et puis ça va hein, c'est pas parce que tu demandes à la personne si elle est en couple que tu lui passes sa bague au doigt non plus. Demander à quelqu'un s'il est en couple ou pas, oui c'est vrai, ça annonce la couleur, oui c'est assez clair, ça veut dire que bon je m'intéresse à ta vie perso, potentiellement et plus si affinité, mais au moins comme ça t'es fixé, tu sais si la personne est en couple ou pas. Et bien entendu Alphonse, puisque t'as tendance à crush sur des gens en couple, si la personne est en couple, garde-le bien en tête, et soit t'es capable du coup de rester sur le bon rail du de toute façon cette personne est en couple, je ne pourrais avoir que son amitié, soit t'en es pas capable parce que tu sais que voilà, t'es trop un bisounours, tu t'attaches trop vite aux gens, que quelqu'un qui est gentil avec toi, ça y est, tu tombes bluff direct, auquel cas cherche pas à aller beaucoup plus loin et passe à autre chose, tu vois. C'est difficile à dire, mais la vérité c'est que si tu peux pas t'empêcher de crusher sur des gens qui sont gentils avec toi, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, quand on est en manque affectif c'est difficile, passe ton chemin. Ça sert à rien de tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, donc next. Si tu te retrouves dans la deuxième situation mon Alphonse, c'est-à-dire que tu sais très bien que la personne est en couple, et malgré ça tu peux pas t'empêcher de crusher sur cette personne. Alors comme tu le sais, je ne suis pas psy, donc je vais pas non plus faire des théories psychiatriques, psychologiques, de ce que vous voulez. Dans tous les cas, il existe une théorie selon laquelle si à chaque fois que tu tombes en crush entre guillemets sur quelqu'un, cette personne est en couple et que tu le savais en plus avant, c'est potentiellement la preuve que inconsciemment tu fais exprès de t'engager dans des relations qui de toute façon sont vouées à l'échec, voire au néant, pour justement t'empêcher de t'engager et donc pour t'empêcher de souffrir. Alors ce qui au passage est un très mauvais calcul, hein, puisque de toute façon si t'es en crush sur quelqu'un en couple, tu vas forcément souffrir puisque tu vas être frustré. C'est un amour déchu hein, d'être amoureux de quelqu'un qui est en couple et qui donc n'est pas disponible. Encore pire si tu tombes sur quelqu'un qui te dit non mais je voudrais quand même qu'on reste vraiment amis, tu sais je suis en couple mais je t'adore, je veux pas te perdre. Ça c'est terrible, les gens qui font ça vraiment c'est d'un égoïsme sans nom, même s'ils s'en rendent pas compte c'est la vérité. Donc mon Alphonse, si tu es dans cette deuxième situation, peut-être qu'il faut que tu ouvres un petit peu les yeux sur ce qui t'arrive, peut-être qu'il faut que tu ouvres un peu les yeux sur ce que tu refuses d'observer. Si c'est le cas, si t'as tendance à tomber entre guillemets hein, exprès amoureux de personnes qui sont en couple, c'est peut-être justement une espèce de machination pour te protéger contre les sentiments de douleur, notamment en amour, ce qui, un, est une perte de temps et deux, ne fonctionne pas du tout, puisque comme je te l'ai démontré, de toute façon tu souffres quand même. Donc peut-être qu'il serait intéressant de t'interroger sur les raisons pour lesquelles tu as si peur de l'engagement. Pourquoi est-ce que tu as si peur de souffrir? Sans doute parce que tu as déjà souffert en amour. Pose-toi toutes ces questions-là, peut-être même que ça te fera du bien d'en parler avec un psy ou une psy, qui sait. Parle-en avec tes amis, ouvre la discussion, mais voilà, interroge-toi sur ces questions-là, parce que y a pas de secret, ça peut arriver une fois ou deux, tu vas te tomber amoureux de quelqu'un qui est en couple, mais si c'est à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. On passe à la question suivante. Une question que j'ai jamais compris. Comment allier ses études, entre parenthèses je suis en L1 de droit, et se trouver un mec en termes de temps surtout? Alors ma Gertrude, pour le coup tu tombes très très bien parce que moi la L1 de droit je me la suis faite, et honnêtement hein, j'étais déjà en couple moi quand j'étais en L1 de droit, mais t'es à la fac meuf hein. C'est pas comme si t'étais en première année de médecine où faut cravacher un truc de fou parce que c'est un putain de concours tu vois. C'est pas non plus comme si t'étais en prépa ou pareil, faut cravacher parce que t'as 2 ans de taf avant de lancer ton concours. Là t'es en L1 de droit meuf. Si je me souviens bien t'as à peu près quelque chose comme 14 heures de cours par semaine. Je pense que ça va aller pour trouver un mec hein. Vraiment tu sais ça me fait trop penser aux gens qui disent ouais non mais moi paf d'ailleurs pauvre petite plante. Je disais ça me fait trop penser aux gens qui disent ouais non mais moi là je rentre en seconde tu vois donc je vais arrêter mes activités extrascolaires parce que bah là j'ai vraiment trop de travail. Alors si jamais évidemment t'as vraiment du mal dans tes cours et que c'est très difficile pour toi et que t'as vraiment besoin de travailler des heures le soir, bah pas de problème tu vois, t'arrêtes évidemment tes activités extrascolaires si t'as besoin de plus travailler. Mais honnêtement se dire que non mais faut vraiment arrêter toutes les choses positives dans ma vie, type chercher un mec ou des activités extrascolaires parce que justement il faut bosser, pour moi c'est la pire des conneries du monde. Tu sais c'est vraiment se dire que oh là 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 je vais déjà être débordée donc je vais jamais m'en sortir. T'es à la fac meuf, t'es à la fac et en plus t'es en L1 de droit. Alors évidemment t'apprends des choses, évidemment il y a du travail à la maison malgré le peu d'heures de cours par semaine, mais meuf t'as moins d'heures de travail que quand t'étais au lycée. Je pense que être au lycée ça t'a pas empêché de chercher quelqu'un, donc là à la fac t'as encore plus de temps quoi, d'autant plus que même si tes semaines étaient full qu'en plus de ça t'avais un boulot et que le week-end tu rentrais chez tes parents, dans tous les cas le week-end en principe t'es à peu près free, sauf si t'as encore ton boulot. Mais en fait très simplement dans la vie faut savoir ce que tu veux. Si t'as envie de trouver un mec, t'inquiète pas que tu le trouveras le temps de trouver un mec, il s'agit juste de s'organiser et c'est pas sorcier tu vois. Maintenant c'est sûr que si pour toi c'est très compliqué de t'organiser etc, bah c'est autre chose, mais quoi qu'il
qu'il en soit, en admettant que tu aies une charge importante de travail, pas comme en L1 de droit, soyons honnêtes, et que t'as quand même envie de chercher un mec, tu sais quoi, même en prépa, c'est possible de trouver quelqu'un. Il s'agit juste d'identifier quels sont tes moments de liberté, entre guillemets, les moments où tu ne travailles pas, et d'en profiter, je sais pas, pour sortir, pour aller rencontrer des gens. Maintenant, attention, c'est sûr que si tu te retrouves dans des trucs comme prépa, première année de médecine, bref, des concours, et que tu veux trouver quelqu'un, attention, parce que c'est à double tranchant. Si tout se passe bien, c'est super, peut-être même que ça va te donner de la force, mais peut-être que t'es aussi un énorme bisounours, qu'à chaque fois tu vas y penser, ça va te déconcentrer pour ton taf, etc. Donc à toi de voir. Dans tous les cas, si tu fais partie de ces personnes qui sont à la fac, qui ont 14 heures de cours par semaine, vraiment te prends pas la tête en te disant oh là là, je vais avoir trop de travail. Je rigolais au début de la question en disant non mais hey, calm down, mais vraiment calm down. La fac, c'est justement aménagé pour les personnes qui veulent en plus travailler à côté. T'as largement du temps, même si tu travailles à côté. Pour l'avoir fait, en première année de droit, je travaillais dans un magasin de fringues et j'allais à tous mes cours malgré tout. Le vendredi à midi, j'avais quand même terminé tous mes cours, toutes mes dissertations, et jusqu'au lundi midi, j'avais rien à faire, j'étais full free, tu vois. Donc si je l'ai fait, honnêtement, tu peux le faire, je suis loin d'être Newton. Donc voilà, ma Gertrude, ou mon Alphonse d'ailleurs, qui que tu sois, si tu commences à te dire des trucs du style ah non mais j'aurais pas le temps d'avoir un mec, d'avoir une meuf, etc., et que ça te fait enlever malgré tout, oublie cette histoire de temps. Si tu veux quelque chose, tu trouveras toujours le temps pour l'avoir. Il s'agit seulement de s'organiser, et surtout, attention, de ne pas perdre le sens des priorités. Rappelle-toi quand même que, en principe, notamment quand on a 18-19 ans et qu'on est en première, deuxième, troisième année, ce qui compte le plus, c'est tes études. C'est pas ton amoureux ou ton amoureuse. Les études d'abord, et s'il nous reste du temps, le love. Mais d'abord les études. Enfin, ça c'est le conseil de Mamie Nadia, tu fais ce que tu veux, on passe à la question suivante. Tiens, question intéressante. J'ai peur d'être en couple, peur de ne pas aimer la vie à deux et que tout change. Alors, ma Gertrude, j'ai envie de te dire, si t'es dans cette optique-là, de toute façon, te force pas, tu vois. Si spontanément, comme ça, en pensant à la vie de couple, tu te dis oh là là, ça va être nul, ça va me faire chier, il y a tout qui va changer, c'est pas ce que je veux. Bon effectivement, abstiens-toi, tu vois, peut-être que c'est pas ce qu'il te faut. Maintenant, si c'est simplement une peur, une angoisse, que parce que t'as vu tes copines changer littéralement de rythme de vie en se mettant en couple, tu te dis oh là là, moi c'est pas du tout ce que je veux, rassure-toi ma Gertrude, hein. On a tous et toutes des désirs différents, on a tous et toutes des besoins et des envies différentes, et à partir de là, garde bien en tête que la relation de couple qui te conviendra, c'est celle justement qui ne répondra pas à toutes ces peurs. Tu sais, je discutais avec mon mec qui me racontait que pendant très longtemps, pour lui, la vie de couple c'était se faire chier avec une meuf relou qui te casse les couilles, qui fait la gueule, qui rigole pas à tes blagues, qui veut jamais sortir, qui tire en plus la tronche quand tu sors avec tes potes et tout. Et puis un jour, il m'a rencontré et puis il s'est dit ah mais en fait pas du tout. Bon, alors forcément l'histoire me met en valeur, mais c'est surtout que l'histoire prouve que à partir du moment où tu trouves quelqu'un qui te correspond, à partir du moment où simplement tu trouves quelqu'un qui a la même vision de la vie que toi, les mêmes envies que toi, les mêmes besoins, forcément ça match. Tout est une question d'équilibre, tu sais. Si t'as besoin par exemple de beaucoup sortir, si t'as besoin de beaucoup voir tes amis sans ton mec ou ta meuf, et que tu sors avec quelqu'un qui va avoir besoin d'être tout le temps collé à toi, forcément tu vas pas être bien, forcément ça va modifier ton rythme de vie et dans le mauvais sens du terme à tes yeux. Alors que si encore une fois tu fais partie de ces personnes indépendantes finalement qui ont besoin de passer du temps seules avec leurs amis aussi, de faire leurs histoires et après de se retrouver avec leur amoureux ou amoureuse, et que ta moitié est pareil sur ce point là, ça va être génial, vous allez trop bien vous entendre. Chacun va passer du temps avec ses potes et puis après quand vous allez vous retrouver, vous allez vous raconter tout, ça va être génial, ou pas tout d'ailleurs. Dans tous les cas, vous allez avoir les mêmes équilibres, les mêmes rythmes et donc ça va trop bien matcher. Pareil pour deux bisounours, si t'as besoin d'être tout le temps collé à ton mec ou à ta meuf et que tu sors avec quelqu'un d'hyper indépendant, tu vas être malheureux, tu vas te sentir seul. L'indépendant va se sentir ultra envahi et collé, alors qu'un bisounours et un autre bisounours qui ont tous les deux envie d'être tout le temps ensemble, de passer énormément de temps à se faire des bisous, des câlins, énormément de soirées, voire tous les soirs ensemble, s'ils sortent ensemble, ils vont être trop contents parce que pareil, ils auront le même rythme, les mêmes envies, les mêmes besoins qui seront comblés et tout ira bien. Donc ma Gertrude, rends-toi bien compte que la personne qui te conviendra, la bonne personne pour toi, c'est justement la personne qui ne répondra pas à ces peurs-là par rapport à ta vie de couple. Et à chaque fois que tu vas commencer à sortir avec quelqu'un et que tu vas te rendre compte que ces peurs-là sont en train de se réaliser, typiquement, ça change ton rythme de vie d'une façon qui ne te plaît pas, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Ou alors que vous commencez sur un mauvais chemin, qu'il faut en discuter et qu'il faut modifier les choses, mais ne te prends pas la tête par rapport à ça. La vie de couple, c'est censé être du positif. En fait, quand t'es seul, t'es censé déjà te sentir bien, équilibré, etc. Bon, ça c'est dans le meilleur des mondes. Et quand tu te retrouves en couple, l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui te tire vers le haut. C'est du plus en fait, le couple. C'est quelqu'un avec qui tu vas aimer passer du temps, c'est quelqu'un que tu vas aimer tout court de toute façon, que tu vas trouver intéressant ou intéressante, enrichissant ou enrichissante. Et c'est clairement pas quelqu'un qui doit être comme une corvée dans ton emploi du temps, tu vois. Si c'est le cas, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne et qu'il faut partir. Donc réfléchis à tout ça ma Gertrude, mais voilà, rends-toi compte que le couple n'a aucune raison d'être diabolisé comme ça, et la vie de couple dont tu rêves, tu peux tout à fait l'avoir, à condition de trouver une personne qui a les mêmes envies et les mêmes besoins que toi, et je te rassure, ça existe.
J'adore cette question. Coucou, comment arriver à être intéressante pendant une rencontre sans trop en faire? Merci. Alors, ma Gertrude, c'est très simple, retiens bien ce que je suis en train de te dire. Paf, encore une fois, mon Dieu, mes pauvres petites plantes. Les gens passionnés sont passionnants. Les gens intéressés sont intéressants. Donc, pars du principe que si t'as envie d'être intéressante pendant un rendez-vous, il suffit de poser des questions qui t'intéressent et il suffit de parler de sujets qui t'intéressent. À partir de là, si ça t'intéresse, tu seras intéressante. Pourquoi? Parce que si tu parles d'un sujet qui t'intéresse, tu connais forcément des choses, tu vas forcément en parler avec passion, et comme je te le disais, les passionnés sont passionnants, et donc ça va être intéressant. La personne en face de toi va passer du bon temps, parce que déjà elle va te voir passionné par ce que tu racontes. Alors attention, hein, il s'agit pas de monopoliser la parole et d'abreuver la personne d'un flot de paroles continu, mais seulement de parler de sujets qui t'intéressent réellement et d'éviter les conversations creuses. Tu sais, il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est meubler la conversation. Parler de trucs dont personne n'a rien à carrer, parce que il faut surtout éviter le blanc. Mais je vais te dire un truc, ma Gertrude, il y a rien de plus chiant au monde qu'une conversation creuse. Du style, ah bon, t'as fait quoi hier? Ah, t'es allé voir ta grand-mère, super. Oh, elle est en EHPAD, d'accord. Et alors, comment ça se passe? Tu t'en bats les couilles de sa grand-mère, déjà parce que lui tu le connais pas, donc sa grand-mère tu la connais encore moins, et ces histoires d'EHPAD, pour l'instant c'est pas ton problème. Si ça faisait 5 ans que vous étiez ensemble, évidemment ça t'intéresserait. Mais là c'est pas du tout le cas, tu vois. Donc ne parlons pas de choses dont on a rien à foutre. À la limite, intéresse-toi plutôt à où il a acheté son t-shirt, peut-être que ça t'intéressera déjà plus sur le moment que les histoires de sa grand-mère. Parle même limite de la météo si tu veux, ce sera toujours plus intéressant que ça. Si tu veux être intéressante pendant un date, si tu veux être intéressante tout court dans la vie, ne pose que des questions qui t'intéressent, ne parle que de choses qui t'intéressent. Et si tu sens que la conversation part sur quelque chose qui ne t'intéresse pas, n'hésite pas à faire vriller le sujet. D'ailleurs, en principe, si tu te retrouves dans un date, la première chose qui t'intéresse, c'est quand même la personne en face de toi. Donc pose-lui des questions sur elle. Et attention, pareil, si t'en as rien à foutre de son cursus scolaire, lui demande pas où est-ce qu'il est parti en maternelle. T'es pas non plus obligé de lui demander année par année quelle fac et quelle orientation il a prise si tu t'en fous. Ne pose que des questions qui t'intéressent. Si tu t'en fous de ses relations avec ses collègues de travail, ne lui demande pas si ça se passe bien au travail. Tu vois l'idée? Ne pose que des questions qui t'intéressent et ne parle que de choses qui t'intéressent. À partir de là, tu seras intéressante, je te le promets. Non mais là, ma Gertrude, je suis désolée, mais la réponse est comprise dans la question quoi. Que faire quand je veux une relation sérieuse et que mon crush me dit je ne cherche rien, on verra? Non mais Gertrude, non, comment ça que faire? Si tu veux ça et que l'autre veut ça, tu le sais depuis le temps, j'ai l'impression de toujours faire ça dans toutes mes vidéos. C'est toi qui va tomber de haut, c'est toi qui va être déçu, c'est pas celui ou celle qui ne veut rien. Donc si ton crush, tout crush soit-il, te dit je ne veux rien, on verra, déjà c'est quand même la preuve que t'es clairement pas la femme de sa vie, parce que s'il était en crush sur toi, je peux te dire qu'il te dirait pas une phrase pareille, à moins qu'il soit vraiment nigo. En principe, les gens se tirent pas une balle dans le pied comme ça, tu vois. Donc même si c'est ton crush, quelqu'un qui te dit je ne cherche rien, on verra, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi et qui en plus a compris que tu étais intéressé par lui ou par elle et qui prend la peine de te dire écoute, non, je suis désolée, là je ne cherche rien. Je cherche rien, on verra, c'est quand même une bonne phrase de merde qui permet de se désengager au possible. Le on verra, ça veut dire quand même qu'il te garde sous le coude au cas où il s'ennuierait un soir ou deux pour aller boire un coup ou pour s'amuser, mais il a dit je cherche rien. S'il cherche rien, ça veut dire que déjà vous cherchez pas la même chose, que tu vas être déçu et donc que tu vas souffrir. Donc next, que faire quand ton crush te dit je ne cherche rien, on verra? C'est next. Tu passes à autre chose, tu lui parles plus, limite tu le bloques si c'est trop dur pour toi à vivre, puis tu passes à autre chose quoi. On ne s'accroche pas à quelqu'un qui ne veut pas de soi. Tout simplement parce que on se respecte, en plus parce que ce n'est pas ce que tu veux évidemment pas sortir avec quelqu'un qui en a rien à foutre de toi. Donc tu te respectes, toi et ton ego, est-ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas, et vous vous cassez. Next, ok? Courage ma Gertrude. C'est pas grave, des crushs, il y en aura plein d'autres. Et peut-être avec un peu de peau que les prochains s'intéresseront à toi. Ce qui est quand même le but premier d'un crush, donc next, ceux qui s'intéressent pas à toi, ok? J'ai toujours du mal à comprendre cette question. Comment savoir si on est vraiment en crush? PS continue, tu es la meilleure. Merci beaucoup Gertrude. Écoute, j'ai envie de te dire, si tu me demandes comment savoir si t'es vraiment en crush sur quelqu'un, pour moi quand il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Hein. Si t'es pas sûr d'être en crush sur quelqu'un, c'est que clairement t'es quand même pas très loin du neutre. Maintenant, si t'as envie de t'assurer de cette question-là, bah tu peux attendre un petit peu, tu vois, tu peux discuter un peu avec la personne, creuser, voir si cette personne t'intéresse, voir si t'intéresse aussi la personne en retour, parce que c'est toujours flatteur, et voir si la mayonnaise prend ou pas. Après, quand on parle de crush, il y a pas forcément de sentiments engagés non plus. Un crush, par définition, en tout cas c'est la mienne, c'est quelqu'un qui va te plaire physiquement, qui a l'air de te plaire aussi intellectuellement, que tu vas commencer à un petit peu apprendre à connaître. Vous allez gratter un petit peu l'un l'autre, potentiellement aller boire un verre ou deux, faire des activités ensemble, et puis là, ben, si vous vous plaisez, il y a bisous et plus il y a affinité, on se revoit et on tente ou pas de créer quelque chose. C'est ça un crush. Un crush, c'est pas quelqu'un dont t'es full love et avec qui tu veux passer déjà ta vie. Un crush, c'est un prétendant ou une prétendante. C'est quelqu'un qui potentiellement pourrait prétendre au titre de ton futur
futur ou de ta future amoureux ou amoureuse, mais ça s'arrête là. Donc comment savoir si on est vraiment en crush? Est-ce qu'il faut vraiment se poser cette question? Je ne sais pas. La vraie question c'est s'il y a quelqu'un qui t'intéresse, ben tu creuses un petit peu jusqu'à savoir si oui ou non c'est réciproque, et si oui ou non cette personne t'intéresse vraiment, évidemment. Et puis bon bah si cette personne t'intéresse pas suffisamment, tu passes à autre chose, tu vois. Mais faut-il vraiment se prendre la tête sur des questions pareilles? Je ne pense pas. Spontanément comme ça je dirais non. Ah mon dieu, cette question à laquelle j'ai déjà répondu 100 000 fois. Comment faire quand il nous fait croire mondes et merveilles, mais qu'il ne quitte pas officiellement sa copine? Alors juste pour la petite histoire, je crois que l'expression c'est monts et merveilles. Mont, M-O-N-T-S et merveilles, pas mondes et merveilles. Enfin voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, j'irai checker sur Google, mais je crois que c'est monts et merveilles et non pas mondes et merveilles. Enfin voilà, c'était pour la petite histoire. Ma Gertrude, comment faire quand un mec en couple ou quelqu'un en couple te joue de la mandoline pendant que toi tu es aux abois alors que cette personne ne quitte pas la personne avec qui il ou elle est en couple? Que faire? Arrêtez? Non, je sais pas. Déjà, on se retrouve face à un gros connard de merde qui ne respecte pas sa meuf actuelle. Déjà. Si tu veux, à partir de là, l'histoire est déjà terminée. Il drague une autre nana, il fait des promesses à une autre nana, donc toi, alors qu'il est encore en couple. Déjà, à partir de là, c'est le pire des red flags. Déjà, il t'a prouvé qu'il était un gros connard qui ne se respecte pas lui-même, qui ne respecte pas sa meuf et qui te respecte pas toi. Donc à partir de là, que faire? Next. Mais vraiment, c'est... les mecs comme ça, c'est de la raclure. Et les meufs comme ça aussi. Toutes les personnes qui se permettent de faire ça, c'est de la merde. C'est dégueulasse, c'est méchant, c'est irrespectueux pour le mec ou la meuf et pour toi. Bref, c'est nul. Donc que faire déjà? Next. Maintenant, bon, il arrive, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, que des histoires se chevauchent. Alors c'est pas très joli, mais bon, parfois c'est comme ça, on peut pas non plus être tout blanc, comme dirait l'autre. Si tu veux, vous vous seriez rencontrés, je sais pas, il y a un mois et demi, il t'aurait dit écoute, laisse-moi un peu de temps pour quitter ma meuf, et il l'aurait quitté au bout de 3-4 semaines. Je t'aurais dit bon, le début de votre histoire est pas très réglo, mais c'est pas grave, seuls les résultats comptent, vous êtes heureux et amoureux ensemble, maintenant super. Même si je m'inquiéterais quand même un peu pour toi, parce qu'il y a toujours besoin d'un petit deuil de la relation, et que quelqu'un qui quitte sa meuf pour toi, c'est bien joli, mais dans tous les cas, c'est à double tranchant, hein, parce que s'il arrive pas à passer outre sa rupture très rapidement, ça va se mettre entre vous, ça va pas être joli, limite il va t'en vouloir, enfin bref, c'est pas la folie, tu vois. Sauf que là, il a même pas quitté sa copine, donc en fait, il t'a juste prouvé dans tous les sens possibles et inimaginables que c'est un gros con, lâche, qui a pas de face, quoi. Donc que faire, ma Gertrude? Ben, tu te casses, quoi. Vraiment, tu te casses, tu passes à autre chose, tu te rends compte que c'est un gros naze, que t'as pas envie de sortir avec un gros naze, et puis next, quoi. Vraiment, vraiment. Ne serait-ce que pour toi. Pars aussi du principe que s'il le fait pour toi, de tromper sa meuf, de faire des promesses, des trucs, des machins, il te le fera à toi. Quand vous serez en couple tous les deux, tu crois que tu seras sereine, vu ce qu'il a fait à son ex? Tu crois vraiment que tu te diras je suis certaine qu'il ne parle avec aucune nana parce que nous sommes heureux et amoureux ensemble? Alors, je te le souhaite, hein, mais la vérité c'est que non, tu le sauras pas. Parce qu'il t'aura prouvé qu'il est capable de le faire pour toi, donc il sera aussi capable de te le faire à toi. À réfléchir, à méditer, mais honnêtement, ma Gertrude... next quoi, enfin vraiment sors de cette situation. À la limite donne-toi une deadline si c'est trop difficile d'arrêter tout de suite, donne-toi encore 10 jours, dis-toi si dans 10 jours il l'a toujours pas quitté, bon bah j'arrête définitivement, je le bloque, etc. Mais vraiment ça pue du cul ton histoire, hein, soyons honnêtes. Je pense que le célibat n'est pas très grave, après tout, on est trop nombreux sur Terre. D'accord, je vois pas le rapport entre être trop nombreux sur Terre et le célibat, Alphonse, mais oui, enfin je sais pas, écoute, ouvrons le débat dans les commentaires, peut-être que ça intéressera certaines personnes, mais je pense que t'es un peu hors sujet là, mon Alphonse. Dans tous les cas, pour appuyer ton propos, je suis d'accord avec toi, c'est pas la fin du monde d'être célibataire, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, pourquoi c'est inacceptable en ce moment d'être célibataire? Moi je vois pas où est le problème, je suis très bien célibataire, etc. Bah effectivement, si t'es très bien célibataire, reste célibataire. La seule chose qui compte, c'est que tes besoins et tes envies soient réalisés. Ou en tout cas de tendre vers la réalisation de tes besoins et de tes envies. Donc si t'as besoin et envie d'être célibataire et que t'es très bien comme ça, mazel tov. Enfin, continue, tu vois, il y a aucune raison de se stresser. Et les gens qui vont te péter les reins en mode ah non mais faut que tu trouves quelqu'un, ah non mais je vais te présenter quelqu'un, blablabla, n'hésite pas à les envoyer bouler en disant écoute c'est très gentil hein, mais en fait je suis très bien tout seul ou toute seule, donc fous-moi la paix quoi. Vraiment, j'ai besoin de personne pour gérer mes affaires, je m'en sors très bien tout seul ou toute seule. Donc merci, ciao. Et puis voilà, ça s'arrête là en fait. Hein. Voilà, sur cette phrase philosophique, je vais m'arrêter là pour ce On Papote spécial célibataire. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à tourner cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est très important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu cliques sur la cloche, tu auras même une notification quand je sors mes vidéos tous les lundis et mercredis à 18h, facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as juste envie de discuter en direct et en privé de
de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, et donc que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est très important d'être à l'aise quand on parle de soi. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, alors déjà, n'aie pas peur, je ne mords pas, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, ça fait partie de mon travail. Et puis surtout, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout, tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu le sais, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil. Si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.